Alors, chers amis, chers collègues, chers étudiants, c'est un grand plaisir pour notre séminaire de vous accueillir aujourd'hui en ce lieu inhabituel, puisque c'est la maison des sciences de l'homme de Paris-Nord. Je pense qu'en même temps, ça a un intérêt en soi, puisque vous voyez une des pièces de la construction du campus Condorcet. Derrière, il y a les grues là, qui sont en train de travailler. C'est un très grand campus de sciences humaines, donc c'est un premier contact. Il se trouve que j'ai été récemment nommé coordinateur d'un thème dans cette maison, donc d'une certaine façon, notre séminaire il pourra trouver sa place si nécessaire, et donc selon l'occasion. Donc aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir et le très grand honneur de recevoir Dan Garber, qui est donc professeur à Princeton, comme je l'ai indiqué sur le programme que vous avez reçu, sur la fiche de la conférence que vous avez reçue. Donc Daniel Garber est un spécialiste de l'histoire de la philosophie moderne. Il a écrit de nombreux ouvrages et articles, bien sûr, sur ces questions. Donc, je rappelle quelques-uns. Descartes' Metaphysical Physics. Donc ça, c'est ensuite Descartes Embodied, c'est dur à dire ça. Descartes incorporé, voilà. Et Leibniz, Body, Substance, Monad and the Coed. Et donc, il est aussi, entré encore de la place, il est aussi coéditeur de la Cambridge History of 17th Century Philosophy. Et donc, c'est principalement donc, de l'histoire de la philosophie, de la science, de la politique dans la période moderne. C'est-à-dire la période où on écrit en latin pour l'essentiel. Comme vous avez pu remarquer, l'exemplier qui vous a été distribué comprend beaucoup de latin. Et même Dan Garber a signé en latin son propre nom, comme vous avez pu le remarquer, Daniel Garibor Academia in Castro Principis, qui est extrêmement agréable. Ça nous rappelle l'ancienne université où on parlait latin. Ça existe encore un peu parfois. Donc, Dan Garber va nous parler aujourd'hui d'un sujet particulièrement intéressant, qui est « Y a-t-il une théorie de la conscience chez Spinoza ?» Alors j'ai gardé le premier titre parce que le second que vous avez envoyé était un peu différent, mais vous pouvez parfaitement le changer devant nous. Et donc la séance, comme d'habitude, dure à peu près 2 heures. Donc l'invité parle le temps qu'il veut, vous arrêtez quand vous voulez, c'est à votre libre choix. Et ensuite on pose un certain nombre de questions. Donc je suis très content, je rappelle ici la présence de plusieurs doctorants, mais d'abord Jacques Stetter qui organise avec moi le séminaire, Nicolas Mattei, Mario Donoso, et il y a beaucoup de nationalités représentées ici. Firmin Abujimana, qui est ici un spécialiste de Spinoza. La maison Spinoza est représentée aussi là-bas. Et donc, Dan, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et je m'excuse pour parler en français et pas en latin. Comme d'habitude dans le XVIIe siècle. Aujourd'hui, je vais parler un peu sur la notion de conscience. Chez Spinoza, ce n'est pas un essai poli, mais c'est une œuvre en progrès. Le début de l'exploration d'un thème, le thème de conscience chez Spinoza. Et un exemplier pour, avec les passages les plus importants. À gauche, c'est le français. À droite, le latin de Gebhardt. Le français, c'est Apune, qui j'ai trouvé dans l'internet. Mais malheureusement, la transcription, c'est un peu imparfait. Et j'ai trouvé beaucoup de copies que j'ai essayé de corriger. Mais j'ai peur que quelques coquilles restent encore. Alors, pour commencer, la notion de conscience, c'est très important pour le XVIIe siècle. Normalement, on commence avec Descartes, même s'il n'avait pas utilisé le mot conscience ou l'adjectif conscient très souvent. C'est seulement 3, 4, 5 lieux dans le texte. Mais quand même, en général, le cogito est conçu comme un argument pour conscience de soi.
Et la notion de conscience est très importante pour les cartésiens après. C'est absolument central pour Locke dans l'essai, l'essai où il parle de l'identité personnelle. La notion de conscience, c'est central pour ça. Et bien sûr pour Leibniz aussi. La distinction entre perception et apperception dans sa métaphysique est très très important. Mais on peut se demander quelle est la conception de conscience chez Spinoza. Même y a-t-il vraiment une théorie de conscience chez Spinoza? Et ça c'est ma question cet après-midi. Je m'intéresse dans la question générale pour mieux comprendre la philosophie de Spinoza, premièrement. Mais aussi, il y a une question intéressante qui soulève au début de l'éthique. Et il me semble que cette question est bien liée à la question de conscience. Et c'est ça qui s'est nommé dans la littérature anglophone le problème de pancréas, the pancreas problem. Et le pancreas problem, le problème de pancréas soulève comme ça. L'âme et l'idée du corps. Et je lis ici le mot âme pour Spinoza, et je suis ici à Pune, qui traduit mens comme âme. Il me semble que la traduction c'est un peu inexact parce que âme c'est anima, mens c'est l'esprit. Mais quand même, je suis la traduction normale et je lis âme. Mais en général, Spinoza ne lit pas anima, mais mens. Alors, commencez. L'âme, c'est-à-dire mens, et l'idée du corps. Et ça, c'est éthique de proposition 13. Et donc, toutes choses qui arrivent dans le corps doivent être perçues par l'âme. Ça, c'est éthique de proposition 12. Et tous les deux sont dans l'exemplier. Mais ça semble un peu bizarre. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans mon corps qui je ne perçois pas. Par exemple, le mouvement des fluides dans mon pancréas. Et c'est à cause de ça que c'est nommé le problème de pancréas. Il y a, d'après Spinoza, d'après éthique de P12, on perçoit tous les événements dans tout le corps qui est lié avec l'âme. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent dans mon corps dont je ne suis pas conscient. Et donc, dans quel sens peut-on dire que je perçois, dans quel sens doit-on comprendre cette proposition éthique de proposition 12 de Spinoza? Et c'est évident qu'une théorie de conscience peut nous aider avec ce problème. Et je laisse à côté le problème pour le moment. Et je parle un peu sur la notion de conscience chez Spinoza. Je commence avec quelques observations sur l'usage des mots conscientia et conscius dans l'éthique. Et l'usage de ces mots se divise en quelques catégories. En particulier, je pense il y a trois groupes de passages un peu différents l'un de l'autre, dans lesquels Spinoza utilise le mot
conscientia ou conscius, le nom ou l'adjectif. Le premier groupe, c'est éthique 3, proposition 9D, démonstration, et proposition 30, démonstration, qui sont dans les impayés. Et c'est au proposition 9, démonstration, les dernières lignes. L'âme, par les idées des affections de corps, a nécessairement conscience d'elle-même. Et dans notre passage semblable, éthique 3, proposition 30, démonstration, l'homme a conscience de lui-même par les affections qui le déterminent à agir. Et dans ces démonstrations, il y a des références à des propositions dans la deuxième partie de l'éthique, proposition 19 et proposition 23, dans lequel Spinoza parle premièrement de la notion de sensation. On revient à ces propositions pour les examiner en détail. Mais en général, on commence avec, dans cette proposition, il s'agit de la notion de sensation, la notion d'imagination, ainsi que la connaissance de soi-même, connaissance de corps et connaissance de l'âme. OK? Et ces passages, la conception de la conscience dans ces passages, éthique 3, proposition 9 et 30, et les autres propositions dans deuxième partie, sont liées avec la notion de perception sensuelle. Okay. Il y a aussi un deuxième, on revient à ça tout de suite. Il y a un deuxième groupe de propositions ou texte dans lequel la notion de conscience se lève. Et c'est lié avec la notion de volonté. Si on regarde la démonstration encore de éthique 3, proposition 9, il continue. L'âme, par les idées des affections du corps, a nécessairement conscience d'elle-même. Elle a conscience de son effort aussi. Excusez-moi. Puisque l'âme, etc., elle a conscience de son effort, c'est-à-dire l'effort de persévérer dans son existence, c'est-à-dire la volonté ou le désir. OK? Et donc, ça, c'est une autre chose dont on est conscient. Et ça c'est aussi lié avec quelques remarques que Spinoza a fait sur l'illusion de liberté de volonté. Par exemple, dans l'appendice de partie 1, qui est au début, la première citation. Et ça, c'est la thèse que nous sommes conscients de notre volonté, mais pas conscients de des causes qui déterminent la volonté. Et à cause de ça, nous avons l'illusion de liberté de volonté. Mais bien sûr, d'après Spinoza, nous n'avons pas vraiment liberté de volonté. Et peut-être cette conception de conscience est aussi liée avec quelques remarques sur le bon et le mauvais. Dans l'éthique partie 4, proposition 8, qui est dans la troisième page. La connaissance du bon et du mauvais
n'est rien d'autre que l'affection de la joie, de la tristesse, en tant que nous en avons conscience. Ça, c'est un peu mystérieux. Mais en général, je laisse au côté cette deuxième groupe de textes. Et je m'intéresse pas le plus dans le premier groupe et le troisième groupe. Le troisième groupe, dans le troisième groupe de textes, il s'agit d'une notion de conscience qui est liée avec connaissance de troisième genre. Et ça, c'est Éthique 5, proposition 31, Scoli, par exemple. Plus haut chacun s'élève dans cette troisième genre de connaissance, mieux il est conscient de lui-même et de Dieu. Okay. Et des autres, on se trouve des autres textes semblables dans Éthique 5, proposition 39, Scoli, ou proposition 42, Scoli. Et je reviens à ces textes plus tard. Mais la question est, qu'est-ce que ça veut dire conscius et conscientia chez Spinoza? Comment doit-on comprendre ces mots chez Spinoza? Alors, il y a quelques interprétations chez des commentateurs, mais c'est intéressant, pas tellement. C'est un sujet dont il n'y a pas beaucoup de littérature sur cette question. En théorie qui est un peu répandue, c'est l'idée que conscience doit être conçue comme l'idée d'une idée. Une idée est consciente quand on a une idée de cette idée. Et la conscience ici, c'est conçu évidemment comme conscience de soi. Donc, une idée peut-être dans un âme est conscient si on a une idée de cette idée et pas seulement l'idée seule. Et ça, c'est l'idée d'une idée se trouve dans Éthique 2, proposition 21, Scoli, qui est aussi dans l'exemplier. Ben, ça ne marche pas. On suppose que Spinoza veut distinguer entre une idée dont on est conscient et une autre idée dont on n'est pas conscient. Mais en Éthique 2, proposition 21, Scoli, Spinoza semble de tenir la position que chaque idée a une idée de soi-même. Et il y a une idée de l'idée, etc., jusqu'à l'infini. Et si on regarde le texte de Éthique 2, proposition 21, Scoli, au fin, il dit l'idée de l'idée. Ça, c'est le dernier ligne. L'idée de l'idée n'est rien d'autre que la forme de l'idée, en tant que celle-ci est considérée comme un mode de pensée sans relation avec l'objet. De même que quelqu'un qui sait quelque chose sait pas cela même qu'il le sait, et sait qu'il sait, etc., etc. Mais il me semble que compris comme ça, si l'idée de l'idée, c'est la forme de l'idée, parce que chaque idée a une forme, il semble.
chaque idée a l'idée d'une idée, et une idée de l'idée de l'idée, etc., à l'infini, comme Spinoza a dit. Et donc, on ne peut pas utiliser l'idée d'une idée en idée pour distinguer entre les idées dont on est conscient et les autres idées dont on n'est pas conscient. Et donc, comme en théorie de conscience, il me semble que ça ne marche pas. Même si c'est une grande tentation pour tout le monde. On sait que ça, c'est la notion de conscience chez Spinoza. Alors, plus récemment, Stephen Nadler a proposé que conscience chez Spinoza doit être identifiée avec la complexité de l'âme. Une âme est consciente. Pas seulement une idée, mais une âme est consciente. Si elle a suffisamment complexe, compliqué, et les passages les plus importants pour l'interprétation de Nadler sont Éthique 2, proposition 13 Scoli, qui intéressamment ne mentionne pas le mot conscient, mais particulièrement Éthique 5, proposition 39 Scoli. Et je reviens à ça. Ça c'est important. Parce que ici, Spinoza a dit réellement qui, comme un enfant ou un jeune garçon, encore possédant un très petit nombre d'aptitudes et cependant en plus autres points des causes extérieures, a une âme qui, considérée elle-même, n'a presque aucune conscience. À cause, d'après Nadler, de son manque de complexité. Mais, au contraire, qui a encore ou très nombreuses aptitudes à une âme qui, considérée en elle-même, a grandement conscience d'elle-même et de Dieu et des choses. C'est-à-dire le sage qui a une âme qui est beaucoup plus compliquée et conscient, a conscience. Et ça c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment plausible. Mais un problème, c'est l'âme en total qui est conscient. Non. Mais il me semble que cette conception ne peut pas distinguer entre une idée dans mon âme, dont je suis conscient, et une autre idée dans mon âme, dont je ne suis pas conscient. Il me semble que semblablement avec la notion de l'idée de l'idée, on peut distinguer entre les âmes qui sont conscients ou non, mais pas entre les idées dans une âme qui sont conscients ou non. Il y a un autre théorie proposée par Don Garrett, d'après laquelle conscience est conçue comme pouvoir, comme le pouvoir d'une idée. Mais ça, il me semble que c'est vraiment semblable à la proposition de Steve Nadler et à le même problème. Alors, il y a des autres conceptions qu'on peut trouver dans la littérature aussi, mais à ce moment, je voudrais considérer une autre conception de conscience chez Spinoza, fondée sur la conception qui est liée avec le premier groupe de propositions. Je voudrais concentrer, mais je vais revenir. J'ai commencé avec la division des textes en trois groupes. Un lié avec la notion de perception sensuelle, deuxième avec volonté, et troisième avec connaissance
troisième genre. Mais maintenant, je voudrais revenir le premier groupe de textes. Les textes sur conscience qui sont liés avec les sens, la perception sensuelle. Et donc, je voudrais maintenant regarder en détail quelques textes dont j'ai fait référence au début. C'est-à-dire, je voulais commencer avec l'article 3, proposition 9 et la démonstration. Dans la démonstration, en fait de démonstration, il introduit la notion de conscience. Mais le contexte, le grand contexte de proposition 9, c'est ça. Spinoza, cette série de propositions commence avec éthique 3, proposition 6. Chaque chose, autant qu'il est en elle, quantum in se est, s'efforce de persévérer dans son être. Ça, c'est la notion de conatus, fondamentale pour Spinoza. Mais ça applique à toutes les choses, à toutes choses, de tous les modes. On suppose. Proposition 7, l'effort, c'est-à-dire le conatus, par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être, ne rien en dehors de l'essence actuelle de cette chose. Et aussi, ça c'est une proposition qui applique à toutes les choses, ou tous les modes finis. Mais, proposition 9, l'homme, en tant qu'elle a des idées claires et distinctes, et aussi en tant qu'elle a des idées confuses, s'efforce de persévérer dans son être pour une durée définie et a conscience de son effort. Et ça c'est une proposition qui applique seulement à l'homme, c'est-à-dire un mode fini de penser. L'homme a un conatus pour persévérer dans son être. Et elle est consciente de cette conatus. Ça, c'est le contenu de cette proposition. Alors, dans la démonstration, Spinoza fait référence à éthique 2, proposition 23. Dans cette ligne au fin, quand il s'efforce de prouver le parti de proposition dont il s'agit de conscience. Puisque d'ailleurs l'homme par les idées des affections de corps, et ça c'est a nécessairement conscience d'elle-même. Et ça c'est la référence à proposition 23, partie 2. Elle a conscience de son effort. C'est-à-dire l'effort de persévérer dans son existence. OK. Et Spinoza dit quelque chose de semblable dans la démonstration de proposition 30 partie 3. Et ça, c'est le début de page suivante. L'homme, proposition par proposition 19 et 23 de partie 2, a conscience de lui-même par les affections qui le déterminent à agir. Et dans toutes les deux démonstrations, il y a une référence à les affections dont on a conscience d'elle-même. Et à proposition 19 et 23 de partie 2.
de l'éthique. OK? Donc, tournons maintenant à ces deux propositions de l'éthique 2. Proposition 19 et 23. Et proposition 19, proposition dit, l'âme humaine connaît le corps humain lui-même et ne sait qu'il existe que par les idées des affections dont le corps est affecté. C'est une proposition au sujet de connaissance du corps. L'âme humaine ne connaît le corps humain lui-même et ne sait qu'il existe que par les idées des affections dont le corps est affecté. Et proposition 23, l'âme ne se connaît elle-même, l'âme ne se connaît elle-même qu'en tant qu'elle perçoit les idées des affections du corps. Okay. Et 23, c'est maintenant sur connaissance de l'âme, de soi-même. Okay. Et une observation intéressante ici. Ni l'une ni l'autre proposition mentionne ni le nom conscience, ni l'adjectif conscient. Mais de éthique 3, proposition 9, démonstration, et proposition 30, démonstration, on peut inférer que les deux propositions utilisent ou s'opposent cette notion de conscience. Souvent, pour Spinoza, il faut interpréter une proposition par moyen des auto-références à des propositions dans des autres contextes. Et ici, dans la troisième partie de l'éthique, ces deux propositions, 19 et 23, sont interprétées comme liées avec la notion de conscience. OK. Et ça c'est la question. Comment sont ces deux propositions, 19 et 23, liées avec la notion de conscience? Alors, dans les propositions de éthique 3, Spinoza dit qu'on a conscience de soi-même par des affections ou par conscience de ces affections. Et dans l'éthique 2, proposition 19 et 23, il s'agit exactement de connaissance de soi-même ou de son corps, 19, de son âme, 23. On commence avec 19. L'âme humaine ne connaît le corps humain lui-même et ne sait qu'il existe que par les idées des affections dont le corps est affecté. Et la démonstration de 19 est en deux parties. Okay. Première partie. L'âme humaine ne connaît pas le corps humain lui-même. Dieu connaît le corps humain pas par une idée directe, mais dans la mesure où il connaît les autres choses, les corps qui causent ou soutiennent le corps en question. Ça, c'est un contraste qui se fait entre le moyen par lequel nous connaissons le corps et Dieu, l'idée de Dieu de nos corps. Et parce que Dieu, l'idée de Dieu de nos corps inclut l'idée de cause de nos corps et les autres causes qui soutiennent le corps. L'idée de Dieu de mon corps est différente que mon idée de mon corps, c'est-à-dire qu'elle est différente que mon âme. Et ça, c'est un passage, je cite, de démonstration de 19. Dieu donc a l'idée du corps humain, ou connaît le corps humain,
en tant qu'il est affecté d'un très grand nombre d'autres idées, et non en tant qu'il constitue la nature de l'âme humaine. Donc mon idée de mon corps est différente que celle de Dieu. Parce que l'idée de Dieu inclut beaucoup d'autres corps. Les corps qui causent et soutiennent mon corps. Et donc, de ça, Spinoza semble conclure. Et ça, c'est l'implication de Éthique 3, proposition 30, démonstration, que nous ne sommes pas conscients du corps humain comme ça. OK? Mais la démonstration continue, et ça, c'est la deuxième partie. Mon idée de Dieu, mon idée est différente que l'idée de Dieu a de mon corps. Et donc, je ne suis pas consciente de... j'ai une idée inadéquate de mon corps, et je ne suis pas conscient de mon corps comme ça. Mais les démonstrations continuent, et je cite aussi de démonstration de proposition 19. Et les idées des affections du corps sont en Dieu en tant qu'ils constituent la nature de l'âme humaine. Autrement dit, l'âme perçoit ses affections et en conséquence, elle perçoit le corps humain lui-même et le perçoit comme existant en acte. Dans cette mesure, donc, seulement l'âme humaine perçoit le corps humain lui-même. Ok, ça c'est compliqué. Ça c'est vraiment compliqué. Je voudrais, pour comprendre ça, il me semble qu'il faut dire quelque chose sur les affections et sur proposition 16, la deuxième partie qui est mentionnée dans la démonstration. Okay, je voudrais maintenant, pour comprendre cette deuxième partie de preuve de 19, il faut parler un peu sur proposition 16. Proposition 16 dit l'idée de l'affection qui est preuve du corps humain quand il est affecté d'une manière quelconque par le corps extérieur doit envelopper la nature du corps humain et en même temps celle du corps extérieur. Cette proposition est sur l'expérience de sens. Les affections en question sont des empiètements des corps extérieurs sur notre corps. Imagine maintenant la lumière, les particules, les corpuscules de lumière qui bat, qui touche, qui mue la partie de mes yeux, par exemple. Les affections en question sont des empiètements des corps extérieurs sur notre corps, en particulier dans les organes des sens. Spinoza dit ici que l'état du corps humain affecté par une affection. L'affection, c'est quelque chose qui nous affecte, c'est-à-dire affecté par un corps extérieur, doit envelopper la nature du corps humain et en même temps celle du corps extérieur. Et c'est-à-dire, quand je suis dans l'état d'être affecté par quelque chose d'extérieur, par exemple, la lumière qui est reflétée de ce tableau à mes yeux. L'état de mon corps, c'est enveloppe, il utilise le mot, enveloppe la nature de l'objet, c'est-à-dire la nature de table, par exemple, ainsi que ma nature. C'est une combination de deux. Or,
proposition 19, démonstration, Spinoza dit que ces états, le résultat d'un piétement extérieur, est le même en Dieu qu'en nous. Et donc, nous avons des idées adéquates que ces affections en nous. C'est-à-dire, nous avons des idées adéquates de ces affections en nous, en tant que telles, considérées seulement comme affections de corps. Si on les considère seulement comme une affection de corps, nous avons des idées adéquates de ces empiètements. C'est-à-dire, il semble que nous sommes conscients de ces sensations comme sensations, pas comme c'est pas des idées adéquates de notre corps, ou c'est pas des idées adéquates, par exemple, de table, mais c'est des idées, mais pris seulement comme des sensations. C'est des idées adéquates, il me semble. C'est le même chez nous que chez Dieu. Et donc, ces sensations sont conscientes. Alors, dans la mesure que par proposition 16, l'idée de ces affections enveloppe connaissance de la nature du corps humain, et dans la mesure que nous sommes conscients de ces affections, nous sommes conscients de la nature de notre corps. Parce que les sensations, ces affections qui sont des sensations, enveloppent la nature de la table ainsi que ma nature. Et donc, par le moyen de ces affections de corps, des sensations, je peux être consciente, imparfaitement, bien sûr, mais quand même, on peut être conscient de moi-même, de ma nature. Il y a une sorte de mystère ici, il y a beaucoup de mystère ici, et quand même. Parce que nous avons des idées adéquates de ces affections de corps, de notre corps. Spinoza pense que nous sommes conscients de ces idées. Et par moyen de ces impressions, nous sommes conscients de nous-mêmes, de notre corps. C'est évident de ces propositions interprétées par éthique 3, proposition 9, démonstration, et proposition 30, démonstration. C'est évident qu'il pense, que Spinoza pense, que nous sommes conscients des idées, des affections. Mais la question c'est pourquoi? Pourquoi on est conscient de ça? Quelle est la théorie philosophique de conscience qui soutient cette position? Ça, c'est le mystère. Et je reviens à ça au fin. Mais le fait, il dit que nous sommes conscients. Mais la question, c'est pourquoi? Et est-ce qu'il y a une théorie de conscience qui peut soutenir cette position? OK. Et maintenant, OK, ça c'est proposition 19 qui est sur la conscience de mon corps. Et maintenant, proposition 23 qui est conscience de mon âme. Proposition 23 suit directement la démonstration de 19. Par proposition 19, l'âme humaine ne connaît le corps humain lui-même et ne sait qu'il existe que par les idées, des affections dont le corps est affecté. C'est-à-dire des idées, des états qui résultent de l'extérieur.
Parce que l'âme est l'idée du corps. Et l'âme connaît le corps seulement par moyen des idées, des affections du corps. L'âme se connaît seulement par moyen des idées, des affections du corps. Comme il interprète plus tard dans Proposition 9, partie 3, Spinoza comprend ça comme impliquant que l'âme est consciente de soi-même par moyen des idées et des affections du corps. Et on va dans Proposition 23 de connaissance de mon corps à connaissance de mon âme. Et cette position est tout à fait remarquable quand on pense que Descartes est son cogito. Dans la troisième méditation, Descartes établit l'existence de la nature de soi comme une chose qui pense directement avec une intuition immédiate. Et maintenant, j'utilise le langage de la quatrième réponse. Il utilise le mot intuition pour ça. Mais la position de Spinoza est tout à fait différente. Pour Spinoza, nous sommes conscients de l'existence de la nature de l'âme seulement par moyen de sensations, des affections imposées à l'âme de l'extérieur. En outre, nous connaissons la nature de l'âme seulement imparfaitement, comme mélangée avec les natures des corps qui affectent le corps. Je peux connaître après Spinoza dans la 23e proposition, moi-même, à mon âme, par moyen de toutes les affections. Les affections que j'ai de Citable, l'affection que j'ai de Jack, l'affection que j'ai de bâtiments, etc. Mais toujours la notion de mon âme est mêlée avec des autres natures, des natures des choses extérieures qui sont mêlées avec la notion de mon âme. Et donc, la notion de mon âme que je prends de ces affections extérieures sont imparfaites. En bref, Spinoza semble de rejeter la révolution cartésienne à l'égard de l'âme. Il semble de revenir à une position quasi-restitutienne. Nous connaissons nous-mêmes seulement par un moyen des sensations. Au moins à l'égard de la question de connaissance de l'âme, mais aussi dans quelques autres questions très importantes. Spinoza semble être anti-Descartes. Alors, mais pour résumer maintenant l'argument principal. Alors, on a discuté un thème dans la discussion de connaissance chez Spinoza, un thème qui émerge dans ces courtes propositions, partie 3, proposition 9 et 30, et avant ça, partie 2, proposition 19 et 23. Dans ces textes, il semble que Spinoza revendique que le domaine de conscience, c'est le domaine des affections. Nous sommes conscients des idées, des affections de notre corps. C'est-à-dire, nous sommes conscients des sensations, le résultat des impiétements des corps extérieurs sur notre corps. Il semble, nous ne sommes pas conscients des autres choses dans l'âme et dans le corps, des autres choses que des affections, des sensations. Ça, c'est le domaine de conscience, d'après cet groupe de propositions. Alors, et maintenant, on peut revenir au problème de pancréas. Le problème est ça. L'âme, mens, c'est l'idée du corps. Éthique de proposition 13. Et donc, toute chose qui arrive dans le corps doit être perçue par l'âme.
le type de proposition 12. Mais ça semble être très bizarre. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans mon corps que je ne perçois pas. Par exemple, le mouvement est plus dans mon pancréas. Avec la petite théorie de conscience qu'on trouve dans les propositions que nous avons examinées, on peut trouver une solution tentative à ce problème. Il semble qu'il y a une sorte de tension entre la conception de connaissance qu'on a discuté dans les textes sur conscience et proposition 2, partie 2. Dans quelques textes, il semble qu'on est conscient seulement des affections du corps, c'est-à-dire des sensations. Mais à l'autre côté, avec proposition 2, partie 2, il semble que nous percevons toutes choses qui arrivent dans nos corps. Pour résoudre cette contradiction apparente, il faut comprendre comment Spinoza a compris la notion de perception. Et qu'est-ce que ça veut dire perception pour Spinoza? Et pour ça, il faut aller au partie 2, proposition 11 corollaire. Et je cite, c'est aussi dans l'exemple. Quand nous disons que l'âme humaine perçoit telle ou telle chose, nous ne disons rien d'autre sinon que Dieu, non en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il s'explique par la nature de l'âme humaine, ou constitue l'essence de l'âme à telle ou telle idée. De dire qu'une âme perçoit quelque chose est seulement de dire qu'il y a une idée particulière dans l'âme en question. C'est-à-dire une idée particulière parmi les collections des idées qui constituent l'âme. Mais, c'est-à-dire si j'ai une idée de quelque chose dans mon âme, j'ai une perception de cette chose. C'est seulement de dire que j'ai une idée dans la collection des idées qui constituent mon âme. C'est ça que ça veut dire, perception chez Spinoza. Mais Spinoza ne dit pas que chaque perception est consciente. Et donc, on peut dire qu'on a des perceptions de toutes choses dans le corps humain. Mais en même temps, nous sommes conscients seulement des affections du corps, c'est-à-dire des sensations qui vont à l'extérieur. On peut être, Spinoza n'a jamais dit qu'on est conscient de toutes les perceptions, et seulement qu'on a des perceptions de toutes choses. Et on a conscience peut-être de la partie de ces idées, de ces perceptions. Il peut sembler étrange de dire qu'il y a des perceptions qui ne sont pas conscientes, dont on ne sont pas conscients. Et il me semble que c'est une position qui a été prise par un nombre de philosophes dans l'histoire de la philosophie de cette période. Par exemple, Bernardino Telesio a pris une position comme ça. Et aussi Francis Bacon, peut-être d'après Telesio. Bacon aimait beaucoup Telesio. Au début du 9e century de son Silva Sevarum, 1626, Bacon a écrit, et je cite, "It is certain that all bodies whatsoever, though they have no sense, yet they have perception." All bodies, tout corps a perception, qui n'est pas peut-être, il n'est pas peut-être conscient. Bien qu'il n'ait pas vraisemblablement que Spinoza a connu Telesio, c'est certain qu'il a lu quelques textes de Bacon.
Et quelques années plus tard, Leibniz introduira une distinction fondamentale entre perception et apperception, c'est-à-dire entre les perceptions dont nous sommes conscients et des autres perceptions qui ne sont pas, qui sont inconscientes. Et d'après Leibniz, bien sûr, toutes les choses a conscience de toutes les choses dans le monde, même s'il a très peu d'apperception. Il y a beaucoup de perception, mais très peu d'apperception. Et avec ça, il me semble que le problème de pancréas peut être résolu. L'homme peut percevoir tout ce qui passe dans le pancréas sans être conscient de l'organe et les événements dedans. On peut avoir perception de toutes les choses qui se passent dans le corps humain, même si on est conscient de très peu de ces perceptions. Il semble que ça, c'est une position vraiment impossible pour Spinoza, et il semble dire, express, que nous sommes conscients seulement des affections, c'est-à-dire des choses qui viennent à d'autres. Alors, mais maintenant, je vais en penser un peu sur la question, est-ce qu'il y a une théorie, en vrai, théorie spinoziste de conscience? Et pour résumer encore, dans ces textes, que nous avons examinés, au moins, c'est seulement en partie de tous les textes, mais dans ces textes dont nous avons examiné, il semble que Spinoza indique que le domaine de conscience, c'est le domaine des affections. Nous sommes conscients des idées des affections de notre corps. C'est-à-dire, nous sommes conscients de des sensations, le résultat des inquiétements, des causes extérieures sur notre corps. Et il semble, nous ne sommes pas conscients des autres choses dans l'homme et dans le corps. Est-ce que ça, c'est une théorie de connaissance? Oui et non. D'après cette conception, nous connaissons que nous sommes connaissants des sensations, des idées, des affections des corps. Mais on ne sait pas pourquoi on est conscient de ça. Ils sont comme ça. Chez Spinoza, c'est un fait, peut-être, mais il n'avance pas une explication de ce fait. Il dit que nous sommes conscients de ça, mais il n'explique pas pourquoi il dit que nous sommes conscients de ça. Peut-être on peut développer cette idée de conscience. Peut-être on peut trouver le développement de cette idée consistant avec le système de Spinoza, ou même trouver des textes qui nous mènent à une position vraiment spinoziste sur les questions de connaissance, de conscience. Mais je suis pessimiste. Je pense qu'on peut trouver une théorie de conscience qui peut expliquer tous les contextes dans lesquels Spinoza parle de connaissance, de conscience. Les passages que nous avons discutés ont centré sur les effets, les sensations comme le modèle des idées conscientes. Mais il y a d'autres textes, particulièrement en la 5e partie, liés avec conscience, qui sont tout à fait différents, voire inconsistants. Et maintenant, je voudrais regarder un peu les textes de la 5e partie. Éthique 5, proposition 31
Scoli. Plus autres, chacun s'élève dans ce troisième genre de connaissance. Mieux il est conscient de lui-même et de Dieu. C'est-à-dire, plus il est parfait, il possède une béatitude. Et donc, conscience, c'est lié avec le troisième genre de connaissance. Proposition 39, Scoli. Et réellement, qui, comme un enfant ou un jeune garçon, un corps possédant un très petit nombre d'aptitudes et dépendant au plus haut point des causes extérieures. Et ça, c'est une phrase très, très importante. Et dépendant au plus haut point des causes extérieures. Il parle maintenant des enfants et des jeunes hommes. À une âme qui, considérée en elle-même, n'a presque aucune conscience en elle-même, ni de Dieu, ni des choses. Et donc, les enfants, les jeunes garçons, qui dépendent à des causes extérieures, n'a presque aucune conscience. Et au contraire, qui a encore ou très nombreuses aptitudes, à une âme qui, considérée en elle-même, en elle seule, a grandement conscience et de Dieu et des choses. Et ça, c'est le sage, qui est relativement, d'après Spinoza, isolé des causes extérieures. Et donc d'avoir les causes, d'être doué avec des affections, des causes extérieures, implique pour Spinoza qu'on n'a presque aucune conscience, mais d'avoir isolé comme le sage, ça veut dire d'avoir une grande conscience. Ces passages sont assez différents des passages que nous avons examinés plus tôt. Les affections de l'âme nous mènent à des impressions de sens et à l'imagination, connaissance de premier genre, qui est liée au monde temporel des modes finis qui existent en l'espace. Et dans la cinquième partie, conscience est liée avec le troisième genre de connaissance, l'expérience vraiment consciente et l'expérience du monde éternel. Et voir aussi le passage remarquable de Scoli de Éthique 5, proposition 23. Nous sentons néanmoins et nous savons par expérience que nous sommes éternels. Les yeux de l'âme par lesquels elle voit et observe les choses sont des démonstrations elles-mêmes. Et ça, c'est une sorte d'expérience tout à fait différente que l'expérience dont il s'agit dans la deuxième partie de l'éthique. Dans l'éthique 5, conscience est liée avec le troisième genre de connaissance, expérience vraiment consciente et l'expérience du monde éternel par moyen des démonstrations et par moyen des yeux. La conception de connaissance dans la cinquième partie semble être tout à fait inconsistant avec la conception dans la deuxième et troisième partie de l'éthique. Dans Éthique 5, proposition 39 Scoli, Spinoza fait un contraste entre l'état d'un enfant dépendant au plus haut point des causes extérieures, dont l'âme n'a pas une grande conscience, et un sage dont l'âme, et je cite, a grandement conscience d'elle-même et de Dieu et des choses. Ici, il s'agit d'une conception de conscience qui n'est pas consistante avec la conception de l'éthique 2 et 3. Ici, en l'éthique 5, l'affection et l'interaction avec le monde n'est pas une marque de conscience, mais le contraire.
C'est difficile d'imaginer comment on peut construire une théorie de conscience consistante avec ces deux idées. Conscience de sens et conscience troisième genre de connaissance sont tout à fait inconsistants. Ils semblent être tout à fait inconsistants. Alors, que dire au bout de compte sur la notion de conscience chez Spinoza? Je n'ai pas un grand espoir pour une théorie de conscience chez Spinoza. Mais on peut se demander, est-ce que Spinoza a besoin d'une telle théorie? Il me semble que peut-être non. C'est-à-dire, même qu'il utilise les mots conscientia et conscius de temps en temps, il ne joue pas un grand rôle dans sa philosophie. Si on la lit après Descartes, on peut penser que Spinoza doit avoir une conception forte de conscience. Mais si on la considère à côté de Hobbes, sa position n'est pas si étrange, peut-être. C'est évident que Hobbes était très important pour la théorie de l'imagination, sensation et volonté dans la deuxième partie de l'éthique. On peut dire qu'une bonne partie de l'éthique 2 est une traduction du chapitre 25 de la De corpora de Hobbes, sa théorie matérialiste de l'esprit. Et bien sûr, l'idée de conscience ne joue aucun rôle substantif dans la philosophie de Hobbes. De ce point de vue, il n'est pas surprenant que conscience ne joue pas un rôle important non plus chez Spinoza. Peut-être une chose plus surprenante est qu'il y a une conception de conscience chez Spinoza, même si elle est faible et contradictoire. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc Dan pour ce superbe exposé, un peu apologétique en même temps, puisque vous aviez dit que vous étiez pessimiste et vous avez donné de bonnes raisons d'être pessimiste sur cette théorie de la conscience. Bon, je ne sais pas ce que vous avez ressenti les uns et les autres en écoutant cet exposé. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je suis une personne très importante, c'est moi-même. J'ai ressenti beaucoup de choses très contradictoires parce que je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai jamais réfléchi à la question de la conscience chez Spinoza et c'est un tort. On devrait y réfléchir. Vous avez bien fait de nous parler de ce sujet parce qu'on n'en parle pas assez. Et ce qui est très frappant, c'est quand même que le mot de conscience et de conscient arrive à des passages très très importants de l'éthique. Notamment éthique 5.42, Scoli. Là, le sage, par une nécessité éternelle, par une certaine nécessité éternelle, conscient de soi-même, de Dieu et des choses. Hein, je peux vous donner mon exemplaire, s'il vous plaît? Non, mais non, voilà, je vous rassure. Et alors, on ne peut pas ne pas voir ce passage. Hein, alors, donc, il y a beaucoup de questions qui sont posées, il y a beaucoup de difficultés qui sont élevées ici. Je pense, enfin globalement, je suis très convaincu par ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'au fond, le mot de conscience est présent dans des endroits très importants du texte. Le passage sur les enfants, alors ici on a Bernadette qui travaille sur cette question, les enfants qui sont peu conscients d'eux-mêmes, le sage, en opposition, est très conscient,
Puis cette opposition que vous avez faite entre la conscience liée à des affections, c'est-à-dire à des sensations d'un côté, et puis ensuite à la connaissance du troisième genre de l'autre, ce qui semble, comme vous dites, inconsistant. Donc tout ça, ça nous plonge dans beaucoup de difficultés, dans beaucoup de perplexité. Alors, enfin, moi j'ai quelques idées là-dessus, mais je ne voudrais pas prendre la parole à votre place. Je dirais simplement, enfin d'abord je poserai une simple question un peu factuelle. D'où vient cette expression « problème du pancréas » ? Parce que, si vous voulez, en vous écoutant, j'avais un souvenir un peu douloureux. Peut-être, vous ne savez pas vous tous, mais notre plus grand philosophe du XXe siècle, Jacques Derrida, est mort d'un cancer du pancréas. Et donc, dire qu'on ne sent pas son pancréas, quand on pense à Derrida, je pense qu'il l'a beaucoup senti. Il en a beaucoup souffert, le pauvre. Et donc, je vous disais, il y a une sorte d'ironie un peu à évoquer ce pancréas qu'on ne sent pas. Pourquoi je ne suis pas tout à fait sûr, mais c'est possible que c'est Dan Garrett. C'est possible aussi que c'est Michael Del Roca, I think. Tu penses que c'est I think it's Michael. Because he used it in the Representation Mind-Body Problem book Oh, then in it is. 1996. Bon, c'est Del Roca. Mais tu as raison, absolument. Si on a un cancer de pancréas, on se sent très fort. Oui, mais normalement, on ne le sent pas, oui. On ne sent pas. Bon, alors, je vais juste dire un mot, parce que je vais ensuite laisser poser des questions. J'étais très frappé par cette évocation d'une inconsistance entre la conscience liée aux sensations, d'une part, et la conscience qui serait liée à la connaissance du troisième genre, d'autre part. Mais quand on y réfléchit, en réalité, bon, je dis pas ça pour défendre Spinoza, parce que mon but n'est jamais de défendre Spinoza, c'est pas le problème. Mais la connaissance du troisième genre, par bien des côtés, ressemble à une sensation, puisque c'est quelque chose d'unique, de simple, d'évident, sans médiation, et donc par certains côtés, on pourrait rattacher un fil entre une théorie de la sensation et une théorie de la connaissance du troisième genre. Ça serait plus difficile si la conscience était liée à la raison, c'est-à-dire aux démonstrations, à la médiation des arguments, des discours, etc. Là, ça serait très différent d'une sensation. Mais le troisième genre et la sensation ont quelques points communs. Oui, ça c'est exactement éthique 5, position 23, Scully. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça exactement. Mais et ça c'est bien sûr aussi le sujet de grand livre de professeur Moreau. Voilà, expérience. Exactement, exact. Qui seraient les uns entre l'un et l'autre. Mais quand même, il me semble que c'est dans la proposition 23, c'est une sorte de analogie, c'est une sorte de métaphore peut-être. C'est pas littéral. Attention, parce que je termine, non, je termine, je peux interrompre. Oui, parce que en 5.23, la proposition, une sorte de slogan de tout le spinozisme, c'est la proposition que Martial Guéroult a mis en exergue de tout son livre, Les yeux de l'âme, enfin, oui c'est ça, mentis oculi cubus res videt observatquis non ipsae demonstrationes, c'est la phrase qui est en exergue du livre de Guéroult, tout son commentaire. Mais ça, c'est la raison, c'est les démonstrations, c'est-à-dire il y a des arguments, il y a plusieurs arguments, il y a une discursivité, il y a une temporalité, et donc ça c'est la connaissance, mais c'est pas la conscience. La conscience suppose une immédiateté, une vision simple, et par conséquent, ça s'accorde mieux avec la connaissance du troisième genre, au sens où Spinoza l'entend, c'est-à-dire la science intuitive. Alors peut-être que là, dans 5.23... Mais les démonstrations sont des yeux
Ah oui, de l'âme. oui, d'accord, oui, c'est l'idée. Et c'est Oui, une analogie, il d'accord. me semble qu'on se trouve aussi chez Descartes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dans le régulé, Hmm. avec la notion d'intuition. L'intuition, c'est lié avec intuire, Oui, c'est regarder. le devoir de regarder. Oui, alors là, Et donc, c'est une analogie visuelle qui nous lise pour cette sorte de connaissance rationnelle. oui, d'accord, on peut le prendre comme ça. Moi, j'avais envie de le prendre à l'envers, c'est-à-dire de dire les yeux de l'âme sont les démonstrations, c'est-à-dire l'âme ne voit pas directement, mais elle voit à travers des démonstrations, c'est-à-dire elle voit étape par étape, step by step. Puisque l'âme ne voit pas comme des vrais yeux, elle voit à travers des démonstrations, c'est-à-dire par l'intermédiaire de la raison, c'est-à-dire par quelque chose qui justement n'est pas immédiat, mais est médiat, c'est-à-dire par étapes. Mais tout dépend dans quel sens on prend la phrase. C'est une idée intéressante. J'ai jamais pensé comme ça. Oui. C'est-à-dire que l'intelligence, la connaissance la plus haute est une connaissance démonstrative, c'est-à-dire c'est une connaissance médiate. Enfin, la Et pourquoi ils nous lisent les yeux? Les yeux sont... Oui. Alors là, je pourrais faire une référence dans le traité de l'homme de Descartes, puisqu'on parle de Descartes, il y a certainement un passage que tu connais. Descartes dit que nous voyons, les hommes voient en réalité de la même façon qu'un aveugle qui tient deux cannes touche ces objets, et donc par des triangles, on fait une espèce de calcul qui permet de voir par un raisonnement. Et Descartes a l'expression, il dit, la vision est une géométrie naturelle. Donc, c'est bien cette idée. C'est-à-dire, la vision apparaît immédiate, mais en réalité est un calcul, une géométrie naturelle, un calcul très rapide. Je sais pas. Mais on n'est pas conscient de Non, on n'est pas conscient de ça. C'est immédiat. Voilà. C'est un mélange de médiation et d'immédiation. Enfin, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Est-ce que il y a des interventions dans le public ou des questions sur ces sujets, puisque on a plusieurs éminents spinozistes ici. Jack, j'ai des questions rapidement. Et est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire avant? J'ai plusieurs questions, peut-être que ça va vous provoquer. Vous parlez français ou anglais? I'll speak a little English. If you insist. Give some rest. I'll let you yes. Thank you very much. What happened to the word awareness? No. What happened to the word awareness? Because the text. Okay. The word awareness. You seemed like you were going to speak about this in English, but due to the fact that you were speaking in French, it disappeared. I was trying to think, well, maybe perception becomes awareness. We perceive every idea we have, we are aware of it at some vague level. But can I answer your question? Yes, please. I conceived the paper originally in English. And, I still think in English, but I'm working on Latin. But and I was thinking here of a distinction between consciousness and awareness, which is natural in English, mais impossible de dire en français. Quand j'ai commencé de faire un texte pour ce soir, j'ai trouvé que c'est pas facile de trouver un mot. Yeah, it's not easy. Correspond à awareness, c'est conscient dans un sens, et tous les deux, consciousness and awareness. But could you explain the difference between the two terms in English? That turns out to be actually more difficult than I thought, and for which I'm thankful for the opportunity to give this paper in French, because it actually made me think about that. Well, it made me think about just what is it that I meant. Originally, the thesis was that when
Spinoza is talking about conscience, he doesn't mean consciousness but awareness, which is a very thin notion, much thinner notion than consciousness. And now I'm not really sure that I can say that in Spinoza's Latin there is a distinction between consciousness and awareness. On peut dire peut-être qu'il y a quelques niveaux différents de notion de conscience. Et il y a une sorte de notion faible de conscience qui correspond à la notion de awareness en anglais et des autres niveaux de conscience. Et il me semble que il y a un autre auteur du XVIIe siècle. Quel est son nom? Non, mais anglais de Cambridge, Cudworth, Ralph Cudworth. Difficile ça. Pardon? C'est difficile de trouver Cudworth. C'est pas si difficile. Non. Il y a des spécialistes français de Cudworth. Et Cudworth, c'est vraiment intéressant. C'est dans des manuscrits qu'il a discuté beaucoup la notion de conscience et fait beaucoup de distinctions de quelques niveaux de conscience qui était peut-être lu par Locke, qui était un ami de sa fille. Et donc, il me semble que quand Spinoza utilise le mot conscience, particulièrement dans la deuxième et troisième partie de l'article, c'est un concept un peu faible, pas très sophistiqué, il ne fait pas des distinctions très fines. Ok, je comprends maintenant. Donc, ça aurait été juste une façon de dire. Oui, mais il me semble il faut, après cette expérience, il faut repenser peut-être un peu des choses dont j'ai pensé avant. Particulièrement sur la notion d'awareness. Oui, je pense que c'est intéressant. J'avais une autre question. Okay, I had a second question. I really appreciated your discussion of, I guess it was E2P19D. I thought that was very, very interesting. So it's a wonderful proposition. Yeah, and it's hard. It's very hard. So it's good to kind of look at it. And there was something in there I wanted to ask you about. So this is what I took away from it. So le moyen par lequel nous connaissons le corps n'est pas la même que le moyen par lequel Dieu connaît le corps. Okay, c'était la proposition, la première partie de la démonstration de la proposition 19 de la deuxième partie. Ok, parce que car l'idée que Dieu fait de notre corps doit... Il ne forme pas des idées. Exactement, pardon. Inclut tous les autres corps qui possèdent notre corps. Voilà. Donc l'âme humaine est identifiée à l'idée du cœur, d'accord, qui est en Dieu en tant que Dieu a l'idée de plein d'autres choses. Okay, ça c'est l'âme humaine. Mais ce n'est pas la même chose. Nous n'avons pas la même chose. C'est pas la même chose que l'idée du corps lui-même qui est en Dieu en tant qu'il connaît tous ces liens. Okay. C'est intéressant, je sais pas pourquoi je dis ça, ça m'a fait beaucoup penser, à une chose suivante, c'est que dans la cinquième partie de l'éthique, maybe I'll go back to English, I don't know, it seems like one of the things that's at stake is that we could have this idea that God has of our body. I mean, that seems fair, right? That's sort of what is at stake. That's part of the idea. That's sort of third kind of knowledge, isn't it? I mean, that's not what he wants. The third kind of knowledge is obviously a knowledge of individual things. The second kind of knowledge is the knowledge of general truths, reason,
as in, for example, the ethics itself, which is a series of propositions that are general to, is not about you or me or anything else in particular, but about things in general. He does say, and I don't remember which proposition, he says quite clearly, the third kind of knowledge is about particulars. However, it is also subspecialitatis, which is to say, it is not about these things as, you know, they exist in time and in the causal nexus of time. Right? So I'm not sure that we will, that you see, my idea of you in the third kind of knowledge may just be the idea of your essence, which may not include the idea of all of the external bodies and the way in which you feel. Oh, I understand. Okay. I know, but the fifth kind of knowledge is mysterious. Yeah. Okay. And that's one way of interpreting the fifth kind of knowledge. In which case, even when you have the fifth kind of knowledge of you as a particular, it's not going to be the whole causal nexus. Okay. Yeah. But maybe not. You know, Okay. Yeah. That kind of Sabbath. Okay. Well, kind of responds to it. C'est un peu la réponse que je cherchais, oui, c'est parfait. Parce qu'il y a monsieur... Monsieur... Non, allez-y, non, mais vous avez fini. I think that's all. I mean, you know, yeah, it was great. I really appreciate it. I don't want other thoughts. They'll figure themselves out. Monsieur, alors, allez-y. Je ne peux pas vous présenter, je ne me souviens plus de votre nom, alors. Faites-le vous-même, oui. Timon Böll. Voilà, il vient de Suisse. Merci pour la conférence. Merci. Alors, j'ai une question concernant cette inconsistante de la notion de conscience. Parce que, alors, il me semble, c'est une chose de considérer un mot ou un terme, et l'autre peut-être la fonction de cet terme dans l'ensemble de l'éthique. Et donc, par exemple, chez Descartes, il me semble que la fonction de la conscience est d'avoir un fondament. Et chez Spinoza, cette fonction est tout... Fondement de conception de l'âme, par exemple. Pour tout, à la fin. Le fondement, à la fin, tout. Et ça, c'est pas... Donc, la fonction de ce terme sera... d'introduire ce terme, c'est d'avoir un fondement. Mais chez Spinoza, c'est pas du tout ce qui lui intéresse, de trouver un fondament. Donc, déjà, il paraît que la fonction doit être différente. Et je crois que comme vous avez dit, qu'on la trouve tout à la fin. Et donc, d'abord, il y a des différents passages où on trouve le mot conscience ou consciente, tout ça. Et, mais c'est pas des... peut-être... C'est assez souvent chez Spinoza qu'il emploie des mots et après il les transforme complètement. Notamment la substance, les attributs, ils ont tous des... il les transforme. Donc, est-ce qu'il pourrait être qu'il prend ces mots pour faire quelque chose, pour dire quelque chose d'une façon pas encore trop précise? Ça, c'est un problème dans les démonstrations, c'est moins un problème dans les scolies peut-être. Mais par exemple, quand il parle de la volonté, c'est pas vraiment son concept. Donc là, il peut être un peu inexact si on veut. Et après, c'est juste pour initialiser une discussion, disons. Et après, ce qu'il veut vraiment, c'est la signification à la fin, à la cinquième partie. C'est ça ce qui lui intéresse, la connaissance dans ce sens. Et pour ça, il a un autre mot, c'est l'adéquation. L'adéquation. L'adéquation ou knowledge of third kind, et tout ça. Donc, peut-être, si on demande, est-ce qu'il y a une théorie de conscience, c'est Spinoza, ce qui est très important, c'est peut-être, c'est même pas une théorie fixe, mais c'est plutôt un processus. Et si on pose un problème comme le problème du pancréas, c'est peut-être... Les problèmes, ils ne se posent pas comme ça, mais ils se posent dans un certain contexte. Et le contexte est cartésien. Disons,
le contexte de ce problème est tout à fait cartésien. Et donc, il me semble, j'aimerais votre avis, que ce qui se passe, c'est vraiment ce que vous avez fait à la fin, c'est une traduction de cette common sense, usage de conscience, dans des termes spinozistes. Un peu, quelque chose comme ça. Intéressant, je ne sais pas exactement ce que dire. Mais la question quelle est la fonction de conscience dans le texte? Il me semble ça c'est quelque chose de vraiment intéressant et vraiment fondamental. Et je ne sais pas. C'est une question dont je n'avais pas considéré. Mais vous avez raison, c'est absolument fondamental. Pour la relation entre Descartes et Spinoza, sur la question de conscience, premièrement, il faut souvenir que le mot conscient n'est pas très fréquent dans le texte de Descartes. On ne trouve pas dans la méditation, par exemple. Je pense que c'est dans les réponses. Oui, je crois que c'est dans les réponses, oui. C'est rare. Ouais. C'est rare. Ouais. C'est aussi dans le Principia. Oui. On se trouve, mais peut-être seulement une fois ou deux fois. Mais le mot penser, ça c'est beaucoup plus fréquent. Et on se trouve le mot penser chez Spinoza, avec comme des attributs de Dieu. Étendu, penser, et etc. Un infini, un groupe infini d'attributs. Mais pensée et étendu sont les deux attributs dont on a connaissance. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire penser chez Descartes et penser chez Spinoza? Et c'est pas évident que chez Descartes, on peut proposer que penser est compris comme quelque chose de conscient. C'est pas, peut-être c'est un peu plus compliqué que ça, mais quand même, en pensée, c'est quelque chose dont on est aware, d'utiliser le mot anglais, qu'on n'a pas en français. Mais chez Spinoza, je pense que non. La notion de cogitatio, il me semble, c'est vraiment différent. Et, le domaine des cogitationes, des idées, des modes de cogitatio chez Spinoza sont quelque chose, c'est des objets, mais des objets conçus différemment que des objets étendus, mais quand même des idées qui, il me semble, ne sont pas nécessairement conscients dans aucun sens. Mais il y a mais c'est une très bonne question de penser la différence entre le vocabulaire de Descartes sur ça et le vocabulaire de Spinoza sur ça. Et aussi le changement de vocabulaire de Spinoza entre la deuxième et troisième partie et la cinquième partie de l'étude sur ces mots. Je voulais juste ajouter une chose, si ça peut peut-être faire un progrès dans la discussion, enfin au moins une clarification. Descartes est quelqu'un qui pense que, par exemple, la raison, la rationalité ne se divise pas. Il n'y a pas de degré.
Comme il dit, un enfant touchant une démonstration géométrique, un enfant en sait autant, s'il la comprend, que le plus grand mathématicien. C'est-à-dire que la raison, on l'a entièrement ou on ne l'a pas. C'est pour ça que les animaux ne l'ont pas du tout et que les hommes l'ont entièrement. Et c'est pour ça que le bon sens, comme il dit, c'est-à-dire la capacité de distinguer le vrai du faux, est égale en tous les hommes. Donc la raison chez Descartes, c'est une affaire de tout ou rien. Alors que la conscience, non seulement chez Descartes, mais chez Spinoza et chez tout le monde, ça s'oppose en ce sens-là à la raison, parce que c'est une affaire essentiellement progressive. On a une vague conscience quand on dort, parce qu'on sait quand même vaguement où on est. On a une vague conscience quand on fait un exercice physique. Même, on ne peut pas réfléchir à tous les gestes qu'on fait, mais on est un peu conscient. Après, si on réfléchit à ce qu'on est en train de faire, on peut devenir conscient. Mais parfois, même dans certaines opérations de l'esprit, quand on fait une démonstration mathématique, par exemple, on n'est pas forcément conscient. Parce qu'on est tellement occupé à faire cette démonstration qu'on n'a pas en plus le temps d'être conscient du fait qu'on est en train de réfléchir. Donc la pensée elle-même ne s'accompagne pas toujours de conscience. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qui est frappant chez la conscience, c'est que la conscience, elle va de l'animal à l'homme le plus intelligent, au mathématicien, au philosophe, au sage, en tant que tel. Et donc c'est une notion essentiellement progressive et avec des degrés. Et de ce point de vue-là, en tout cas si on prend la comparaison Descartes-Spinoza, chez Descartes, faut bien la distinguer de la raison qui, elle, est 100 degrés. Je ne sais pas si ça peut faire avancer les choses, mais c'est une notion qui est importante. It's interesting. I mean, maybe I was going to say the opposite of what you said, though. It's funny. I was going to say basically the opposite, because I was going to say, well, I understand why people can see a theory of consciousness in Descartes, because the cogito gives you this self-consciousness, which is so absolute, you know, and so indubitable, and so I can see why then. And so do you have that kind of context, what you're saying? I mean, a little bit. But then I was going to say, I can see why, for that very same reason, people go looking in Spinoza at the idea of the idea as a possible place for consciousness. I mean, it seems obvious, like consciousness has to be awareness of thoughts. That's kind of what consciousness is. I mean, right? It's one conception. Yeah, I mean, it's certainly like an intuitive one. But now, yeah, looking at that, E2P21S. So this was sort of complement to what you're saying. I mean, for me, it was like Descartes. The problem with Descartes is like it's so clear for Descartes. Okay, some understanding of consciousness can very clearly be found in Descartes. Okay, this idea that consciousness is self-consciousness, and the Cogito gives you that. So there it is. So you use that and you look at Spinoza, and then you're brought to the idea of idea account, and you're disappointed because it's not there. And so I was looking at that. So it's E2P21S, and that's on the handout. That's page 2. Top left. Everyone's following me. Am I talking too fast? I don't know. Un petit peu. Ok, je ralentis un peu. Mais comme on est très bon, on comprend. Ouais, c'est ça. Je ralentis. Donc je disais que, voilà, vous avez compris. Je disais que pour moi, la notion de Descartes, c'est une sorte de leurre. Voilà, c'est une sorte de leurre. Si vous allez chez Descartes et vous regardez le cogito comme exemplaire d'une espèce de théorie de la conscience, vous allez chercher en Spinoza quelque chose qui serait justement similaire, et puis qui serait peut-être l'idée de l'idée, parce que c'est la conscience de l'idée, enfin, soi-disant. Mais si vous regardez la proposition, donc, oui, c'est ça, c'est la page 2. Et puis, mais c'est pas compréhensible ce qu'il dit en fait. Allez-y. Non, je ne sais pas. Je ne comprends pas en fait la scolie. C'est ça que je voulais dire. C'est la scolie de proposition 21, partie 2. L'âme et le cœur, voilà, c'est pourquoi l'idée de l'âme et l'âme elles-mêmes sont une seule et même chose. Ok, déjà. Je ne comprends pas très bien. Bon. Parce que même si l'âme et le corps sont une seule et même chose, l'idée de l'âme et l'âme sont une seule et même chose. Ok, oui, pourquoi? Et c'est pas clair. Non, c'est pourquoi. Ouais, parce qu'il y a raison. Oui, bien sûr, parce que l'idée de l'idée ne sont pas des choses différentes. Il y a une référence ici à la qui n'est pas dans cet fragment, mais une référence à proposition 7, Scolie, de deuxième partie. Cette idée de parallélisme. Parallélisme. Oui, l'ordre et l'âme et le corps sont la même chose,
compris dans Attributs différents. des attributs différents. Et il dit c'est le même pour l'idée et l'idée de l'idée. De l'âme et de l'idée de l'âme sont les mêmes choses compris un peu différemment. Et comme je comprends ça, c'est une réjection de l'idée que l'idée de l'idée que c'est quelque chose de distinct de l'idée même. Et on a l'idée de l'idée, et l'idée de l'idée de l'idée, et l'idée, etc. Jusqu'à l'infini. Mais ça, c'est seulement l'idée même, regardez d'une façon un peu différente. Il me semble que ça, c'est... Mais on peut dire ça autour de toutes les idées. De l'idée n'importe quoi. Et puis, oui. Mais c'est à cause de ça que c'est pas, ça ne peut pas une théorie de conscience. Parce que ça ne donne pas une délimitation de spécificité. Toutes les idées ont des idées, etc. Firmin, Abujimana, comme non, au Canada. J'aurais une question, parce que je trouve intéressant la distinction entre awareness et consciousness. Et je me suis demandé, parce que c'est pas vraiment peut-être aussi commun que le mot to be aware of en anglais, mais ça m'a fait penser, est-ce qu'on pourrait pas dire en français, c'est le fait d'être alerte à ou être alerté par quelque chose? Donc je me suis demandé, est-ce que la question de l'awareness était plus nerveux ou plus... parce que au fond, pourquoi vous avez laissé de côté la piste de la distinction entre consciousness et awareness? Est-ce que c'est parce que finalement vous ne trouviez pas en quelque sorte dans la... En fait, est-ce que c'est peut-être que je comprends pas en fait c'est quoi exactement en anglais to be aware of, mais est-ce que c'est le fait d'être dans le fond peut-être pas conscient de manière discursive, mais peut-être plus nerveuse, comme on peut dire qu'on est alerte à quelque chose ou alerté par quelque chose en français. Alerté, oui. Ouais. Ça peut marcher. Parce que pour moi, aware c'était vague, et conscious c'était plus vif. Mais il me semble que aware, c'est la traduction française de ça, doit être conscient de. Oui, c'est ça. Et donc, il y a des niveaux différents de conscience. Mais alerte à, c'est ça? Oui, mais ça se dit pas ça, être alerte à. Non, ça se dit pas. Mais c'est pas aussi commun que de dire I'm aware of something. C'est ça, Mais c'est au vraiment Québec, pas. ça se dit pas. Ça se dit pas. Être alerte à, non, ça se dit pas. Attentif. Mais il faut- Attentif attentif à. ou lucide, ça pourrait être aussi. Mais attentif, c'est pas différent. C'est pas le même. C'est pas le même. Non. Mais on doit Lucide, ça marche pas trop. c'est bien ici que dans la traduction de Locke en français, il y avait un grand problème pour le traducteur de trouver un mot pour conscience dans le chapitre. C'est pas du, c'est le livre de chapitre 28 où Spinoza où Locke a présenté son théorie de identité personnelle. Et au centre de cette théorie, c'est la notion de same consciousness en anglais. L'interprétation normale, c'est avec la notion de mémoire. Mais il me semble que identité personnelle est formée par la mémoire. Il me semble que ça, c'est pas du tout la théorie de Locke. La théorie de Locke, c'est même same consciousness is same person, même conscience. Mais à ce moment, le mot n'existait pas en français. C'était vraiment difficile de trouver un mot. Si je vais juste ajouter une petite chose, il me semble qu'au fond, dans la discussion qu'on a, la bonne piste, c'est-à-dire le bon rapprochement, c'est quand même ce que vous avez dit à la fin, c'est-à-dire c'est en regardant vers Hobbes, c'est-à-dire vers une théorie matérialiste de la pensée, dans laquelle, au fond, la conscience n'est pas si importante. Je crois que c'est ça la bonne piste pour comprendre ce qui se passe chez Spinoza. Mais j'ajouterai une chose pour répondre à la question de monsieur. Quelle est la fonction de cette conscience chez Spinoza? Là, il me semble, vous direz si vous êtes d'accord ou pas, qu'on voit très bien ça dans les dernières propositions de l'éthique. J'ai l'impression que Spinoza reprend le mot conscient de soi, du monde et de Dieu
à une très ancienne tradition. C'est-à-dire, il réintroduit par la notion de conscience une espèce de vision du sage qui est en quelque sorte en communion avec l'univers, conscient de lui-même, des choses et de Dieu. Donc il rétablit un peu de stoïcisme, un peu de sagesse ancienne. C'est ça la fonction du mot conscience. Mais ça voisine avec une théorie qui en réalité est une théorie matérialiste de la pensée, c'est-à-dire dans laquelle le fait d'être conscient ou pas n'est pas important pour la pensée, c'est important pour autre chose, c'est-à-dire peut-être pour la sagesse, pour l'ordre du monde, et ce genre de choses. Vous voyez ? Donc c'est une fonction plutôt d'inscription du système dans une espèce de sagesse universelle, on est conscient de soi, de Dieu et des choses, mais c'est pas pour la pensée que c'est vraiment important. Yeah. Mais c'est évident que c'est une sorte de référence des stoïciens, Voilà. Oui. pour sûr. Mais les stoïciens n'utilisaient pas le mot conscient. Ah, oui, forcément. Et pourquoi il a introduit, et c'est évident que c'est pas évident, mais il me semble que c'est évident que l'homme libre de la quatrième partie et aussi dans la cinquième partie, la personne qui a acquis le troisième agent de connaissance, c'est une sorte de sage stoïcien. Mais pourquoi il a introduit à ce moment la notion de conscience? Et ça, c'est la question. Quelle est la fonction de conscience dans la discussion de la cinquième partie? D'autres questions peut-être, ou d'autres remarques? Jacques, vous avez Mais juste pour rajouter à ce qu'a dit Fermine, parce que c'est une question de... Ça c'est très fascinant, je pense, cette difficulté de traduire awareness and the distinction with consciousness, and whether it's even a good idea to keep to it. I mean, it's like awareness and consciousness. You can have a state of heightened awareness, you can be on the edge of your seat and detecting all these little things like the sound of the air conditioner or the voices in the corner, but there's also like low-level awareness, like it's sort of just out there, you know what I mean, vaguely aware of it, and consciousness, right, that has to be something more, I don't know, Definite. Yeah, right, it has to be bigger, I mean, more stronger, like, I don't know, There is a more mental, related you know what I mean? concept, which is attention, and it seems to me that in a certain way is what it is that you were sort of pointing to, attention. But attention and awareness are not They're different. exactly the same. One's like intended, like focus, and awareness is kind of what you're picking up on. But I still think I'm not sure I would put it exactly that way, but it is. But they're related concepts, but they're not the same. Yeah. Well, but I think that's why it's. I think you're right that Spinoza has a theory or a count. I think you said it right. I mean, I don't think that's untrue what you said. I mean, I think that what you showed is that, if we are conscious, quote unquote, quote, whatever, of every affection of the body, right? That's not consciousness, though. That's like this low-level awareness. Yeah. It's some sort of that's the right term for it, I think. But then again, I don't know. I don't know if that's translatable in French. I mean, but it seems like you were right in that sense. I mean, it's a good distinction to use, maybe. No, you don't think so? Well, as I said before, when I was preparing this text in French, it did strike me how the point that I had wanted to make, or that I thought that I wanted to make, was very difficult to make in French, which made me wonder whether or not it was right. So I'm still thinking about just what to. Is there a notion of transition with consciousness, like the transition where you get the affection? Transition to knowledge of the third kind? No, from you don't feel it, and then you feel it, so you get the sensation of transition to
vous dire que la conscience serait dans le moment de la transition. J'ai- Le passage, par exemple, d'un degré de puissance inférieur à un degré de puissance supérieure, donc la joie serait forcément consciente. Pourquoi pas? La conscience naîtrait dans le passage lui-même. C'est un mix de Parce que le passage. Au moment du passage, on a Ouais. conscience. Ouais. Parce que si on est dans la joie Et ça, c'est la joie. à plat, eh ben, on n'a pas de conscience. Mais si d'un seul coup on a une joie, on ressent quelque chose. Donc peut-être, effectivement, dans les augmentations ou les diminutions de la puissance d'agir, alors il y aurait la conscience pourrait apparaître, peut-être. Mais le problème est cela, parce que la question qu'il a posée, il n'y a pas de résolution, je pense. Pourquoi on est conscient des empiètements Oui. des autres corps corps extérieurs sur sur notre- notre corps? Il affirme, mais il n'y a pas d'explication. Ouais. Donc, c'est... Eh oui, On m'a pas. parce que nous, on n'a pas tout expliqué. Comme ça, il nous a laissé un So peu he de believes in travail. the PSR, Charles. Didn't you know? C'est un sort of good fact. On fait. Autre chose. Est-ce qu'il y a encore des interventions? Non? C'est bon? Is it a bit more? Écoutez, ben, dans ce cas-là, puisque de toute façon il est l'heure en plus, par une sorte d'ordre spontané, immanent, la séance se termine presque d'elle-même. Donc écoutez, merci beaucoup. Merci d'abord à